Bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu Bisson et bienvenue à cette édition de Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de sport, mais plus précisément de pression de performance sur les athlètes de haut niveau avec Émile Martin, de Québec on the Map, un projet de football ambitieux avec Jean-Dalette Bouliane, de la carrière et des ambitions du cycliste Pierre-André Côté avec Maxence Bonsan, de triathlon avec Malo Sarrazin, d'une récente compétition de karaté amateur avec Gabriel Barrette et finalement de l'administration et des finances des Saguenay et de Chicoutimi avec Xavier Lacourcière. Mais pour bien commencer cette émission, Xavier Lacourcière est avec nous pour nous parler de l'administration et des finances des Saguenay et de Chicoutimi, puisqu'il a eu la chance de s'entretenir avec Serge Proulx, le directeur des opérations de l'équipe. Bonjour Xavier. Bonjour Mathieu. Pour commencer, peux-tu nous dire qui est Serge Proulx? Oui, donc en fait, c'est le directeur des opérations des Saguenay de Chicoutimi. Lui, il gère tout ce qui est volet administratif. Donc, il y a les deux volets hockey et administratif. Lui, il ne gère pas le hockey. Donc, c'est tout ce qui est gestion du budget, gestion des employés aussi. Il y a plus de 100 employés pendant un match des Saguenayens. Donc, c'est beaucoup de gestion. Donc, c'est vraiment tout ce qui est hors hockey. Et comment l'équipe a permis d'améliorer sa réputation? Donc, en fait, c'est vraiment tout. L'équipe a connu un temps assez difficile pendant un certain temps dans les dernières années. Et depuis 9 ans, l'équipe administrative a vraiment mis a travaillé fort pour faire monter l'équipe vers le haut. Donc, c'est vraiment toute l'équipe ensemble, la chimie, leur passion pour le sport, ça a vraiment fait en sorte que l'énergie a changé la gestion de l'équipe. Donc, exemple, juste le budget a augmenté de 1 million juste depuis 9 ans. Donc, c'est vraiment. Voilà. Et depuis son arrivée, quel est le plus gros défi auquel l'administration a dû faire face? En fait, les Saguenay de Chicoutimi ont beaucoup perdu de fans pendant un certain temps. Donc, l'équipe a eu plusieurs problèmes administratifs à ce niveau-là. Mais garder une bonne crédibilité et garder vraiment la maintenir tout le long, c'est vraiment ce qui fait en sorte que ça va être mieux. Donc, démontrer une stabilité aussi dans l'équipe, autant hockey qu'administratif. Donc, vraiment, avoir une meilleure image, ça va devenir une meilleure image plus de partisans et de visibilité. Et finalement, on est tous curieux de savoir quelle est la meilleure source de revenus de l'équipe. En fait, ça va aussi avec la crédibilité de l'équipe. C'est tout ce qui est partenariat, commanditaire, tout ce qui est aussi, si l'évolution n'avait pas augmenté aussi, exact, il y aurait eu beaucoup moins d'assistance économique. Et donc, toutes les compagnies qui se jumellent. Parfait. Merci Xavier. Le karaté est un sport en développement ces dernières années au Québec et justement, Gabriel Barrette est avec nous pour nous parler d'une compétition de karaté amateur qui s'est produite récemment à Repentigny. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. Peux-tu nous dire pour commencer comment s'est déroulée la compétition? La compétition s'est déroulée à Repentigny, comme tu peux le dire. Ça se déroule vraiment tout au long d'une journée. On commence directement par les plus jeunes qui vont commencer à faire leur kata. Kata qui est une série de techniques qui permet à développer des techniques pour se défendre contre un combat simulé, que me dit la personne que j'ai interviewée, Sylvain Mailloux. Par la suite, après que le kata soit terminé, excusez-moi, on va passer directement au combat. Après ça, on va embarquer un petit peu sur nos équipements. On va y aller directement dans un pool. On va faire un arbre de compétition pour que les compétiteurs essayent d'aller acquérir la médaille d'or. Par la suite, en après-midi, on va plus aller pour les ceintures noires, les personnes les plus expérimentées. C'est là que le combat devient, puis l'expérience rentre dans le jeu. Parfait. Et qui sont les combattants qui ont participé à cette compétition? Les combattants qui participent à cette compétition sont souvent des karatékas qui ont plus de 6 ans. Et ça peut aller jusqu'à des très vieux âges. J'ai vu des personnes qui avaient dans les alentours de 75 à 80 ans faire la compétition. En autant que tu as une aussi bonne capacité physique pour pouvoir faire la compétition et que tu es capable de suivre le rythme, bien, je peux te dire que la compétition elle peut être très facile. Et quels sont les objectifs des karatékas pour la compétition? L'objectif des karatékas, c'est vraiment de se surpasser. Sylvain Mailloux me dit aussi que ça permet de progresser puis de savoir mieux mettre en terrain et en réalité les techniques que l'on apprend lors d'entrevues, pas d'entrevues, excusez-moi, mais de pratique dans les dojos. Et ça permet vraiment aussi de voir réellement la capacité de la personne et de s'améliorer. Parfait. Merci, Gabriel. Malo Sarrazin est avec nous pour nous parler de triathlon, un sport méconnu du public, mais aussi pour nous présenter un talentueux triathlète français du nom d'Étienne Cosset. Bonjour, Malo. Bonjour, Mathieu. Pour commencer, peux-tu nous dire qu'est-ce que le triathlon? Alors, le triathlon, en fait, c'est une discipline qui se pratique tout seul. Donc, en fait, ça regroupe 3 petites disciplines. On a la nage, le vélo et la course à pied pour finir.
Donc Ethan Cossé, lui, il pratique le triathlon depuis 7-8 ans dans un club de région parisienne en France, l'US Palaiseau. Parfait. Comment se déroule une compétition de triathlon? Alors une compétition de triathlon, ça peut soit se dérouler en individuel, donc on fait le parcours tout seul, ou en équipe. C'est-à-dire qu'il y aura une personne pour faire la partie nage, une personne pour faire la partie course à vélo et une personne pour faire la partie course à pied. Et après, le classement il se décide par le temps que met l'équipe sur le parcours. Et quelles sont les qualités requises pour faire du triathlon? Les qualités requises sont la confiance en soi, il faut être dur avec soi aussi. Il faut aussi compter sur ses coéquipiers en compétition par équipe notamment. Parfait. Et comment peut-on se préparer à une compétition de triathlon? Alors lui, Ethan, ce qu'il fait, c'est que en fait, c'est son club qui lui impose les entraînements. Donc par exemple, le lundi et mardi, ça va être uniquement des entraînements de natation. Le mercredi, jeudi, ça va être des entraînements de course à pied. Donc il peut faire des tours de stade, du cardio, du fractionné. Et le week-end, il a carte blanche, mais lui, ce qu'il fait le plus souvent, c'est qu'il va faire des grandes distances en vélo. Par exemple, il va faire 50 km, 60 pour préparer son corps à l'effort. Parfait. Merci, Malo. De rien. Le cycliste québécois Pierre-André Côté connaît de bons moments présentement et justement, notre journaliste Maxence Bonsan est ici pour nous en parler. Bonjour Maxence. Bonjour Mathieu. Pour commencer, peux-tu nous dire comment est-ce que Pierre-André Côté est devenu cycliste? Alors Pierre-André Côté, c'était un joueur de hockey à la base et pendant l'été, il fallait qu'il trouve une activité pour se maintenir en forme pour la saison hivernale. Donc son père était cycliste amateur, donc il s'est naturellement tourné vers le vélo. Donc très vite, les entraîneurs de son club récréatif lui ont trouvé un talent et lui ont proposé de faire des compétitions. Et un an plus tard, il a décidé d'arrêter complètement le hockey pour se concentrer sur le cyclisme de haut niveau. Parfait. Et quels ont été ses résultats en 2024? Donc 2024 a été une saison remarquable pour Pierre-André Côté. Donc le cycliste canadien a véritablement marqué l'année par ses performances exceptionnelles. Il a d'abord décroché le titre national en contre-la-montre, ainsi qu'une deuxième place en course en ligne. Il a également fait une 19e place sur les championnats du monde de contre-la-montre. On peut noter aussi une 5e place sur le Tour de Croatie, ainsi qu'une 10e place au Tour de Belgique. Et qu'est-ce qui le fait se démarquer des autres cyclistes? Ce qui le démarque des autres, c'est sa capacité à être un couteau suisse, comme il nous le dit. Donc il se rend très utile pour son équipe et il est capable d'être important dans tous les moments de la course. Parfait. Quel impact sa carrière pourrait-elle avoir sur le cyclisme au Québec? Sa carrière pourrait développer le cyclisme au Québec parce que c'est pas une discipline qui est très connue, un peu cachée derrière les grands sports comme le hockey et le football américain. Donc ça pourrait donner envie à des jeunes Québécois de se dire moi aussi je peux devenir un grand champion. Parfait. Merci Maxence. Merci. Dylan Jetté, un joueur de football collégial, a mis sur pied il y a 2 ans Québec on the Map, un camp de football de perfectionnement destiné aux jeunes joueurs amateurs. Notre journaliste Jean-Daniel Boulian nous explique ce projet ambitieux. Bonjour Jean-Daniel. Salut Mathieu. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que Québec on the Map? Québec on the Map, comme tu l'as dit, c'est un camp de football. C'est destiné aux jeunes de 11 à 19 ans de n'importe quel niveau. Et ça se passe à Charny et ça regroupe une vingtaine de joueurs universitaires et de haut niveau pour venir perfectionner les jeunes joueurs et de montrer leur savoir-faire. Et il y a 2 joueurs de football assez connus qui ont supporté le projet lors de la dernière édition. Qui sont-ils? Benjamin Saint-Just, demi-défensif pour les Commanders de Washington, ainsi que Mathieu Bergeron, qui joue sur la ligne offensive chez les Falcons d'Atlanta, 2 Québécois dans la Ligue nationale de football. Ils ont donné leur chandail signé pour les faire tirer à 2 participants au camp. Et peux-tu nous parler du créateur de Québec on the Map, Dylan Jetté? Oui, Dylan a commencé sa carrière de football ici au Québec avec 3 ans avec les Corsaires de Pointe-Lévis. Il a également fait Team Québec U16 et U18 à seulement 16 ans. Et c'est avec Team Canada U18 qu'il a attiré l'œil d'une école préparatoire en Floride, la Clearwater Academy. Et c'est après d'excellents matchs avec les Knights de Clearwater qu'il se fait recruter par les Terriers de Wofford en Division 1 américaine. Et comment lui est venue l'idée de Québec on the Map? En fait, il s'est blessé lors de sa 2e saison avec les Terriers et il n'a pas pu jouer au football pendant 6 mois. Donc, il a essayé de trouver un moyen de continuer sa passion d'une manière ou d'une autre.
Et c'est à ce moment qu'il a décidé de redonner aux jeunes, surtout aux jeunes de sa région. Et c'est comme ça que Québec on the Map est né. Parfait. Et qu'est-ce qui attend Dylan et Québec on the Map dans le futur? Il y aura définitivement une 3e édition durant l'été 2025. Et du côté de Dylan, on est vraiment en année d'apprentissage et il prend le temps de prendre son temps justement sur sa carrière. Parfait. Merci, Jean-Daniel. Ça fait plaisir. La pression de performance est un sujet qui prend de plus en plus de place chez les athlètes de haut niveau. C'est le cas notamment du gardien de but de hockey sur glace Antoine Robidou-Urtubise, qui évolue présentement au niveau collégial Détroit aux États-Unis. C'est Amy Martin qui a eu la chance de l'interviewer. Bonjour Amy. Bonjour Mathieu. Pour commencer, peux-tu nous dire pourquoi est-ce que la pression de performance est plus grande dans les hauts calibres? Parce que les niveaux universitaires sont très semblables au niveau professionnel. Alors, que ce soit pour une raison X, que ça ne fonctionne pas dans l'équipe, s'il y a une consécution de mauvaise partie, l'entraîneur peut échanger le joueur. Alors, c'est pas parce que le joueur fait partie de l'équipe que sa place d'assurer à 100 %. Alors, c'est vraiment le côté affaire qui va venir mettre beaucoup de pression sur les épaules des joueurs. Et comment est-ce qu'Antoine, lui, fait-il personnellement pour gérer son anxiété? Si on focus sur sa performance sur la glace, Antoine a appris à se créer une routine. Donc, il a une préparation précise du moment qu'il part de chez lui au moment qu'il va entrer sur la glace. Alors, c'est les changements de rythme de musique qui vont l'aider beaucoup. Donc, le rap va le motiver, le country va le calmer un peu. C'est des trucs comme ça qu'il va suivre à tous les jours. Parfait. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs en général qui demandent de l'aide pour gérer leur anxiété de performance? Demander de l'aide n'est pas nécessairement un sujet tabou, mais c'est pas quelque chose de très populaire dans la chambre de hockey. Les joueurs ne vont pas penser à consulter comme première option lorsqu'ils souffrent d'anxiété de performance, qui justement est quelque chose de tellement général et commun dans le sport que c'est pas la majorité des athlètes là, qui ont consulté. Parfait. Et quel bienfait pour avoir une consultation sur les joueurs? Si je prends Antoine, par exemple, pour lui, ça a vraiment été d'apprendre à faire des exercices de respiration, à gérer son temps durant ses consultations. Il a beaucoup priorisé la préparation. Donc, tout par écrit, en fait, c'est comme un truc qu'il y avait. Et c'est les bienfaits qui ont vraiment été de développer ses propres trucs que maintenant, il peut mettre en pratique parfaitement dans le hockey. Merci, Amy. Merci, Mathieu. Et voilà, c'est ce qui complète cette édition de Sur le plateau. Je tiens à remercier toute l'équipe en régie ainsi que mes 6 formidables journalistes. Xavier Lacourseur, Gabriel Barrette, Malo Sarrazin, Maxence Bonsan, Jean-Daniel Bouliane et Amy Martin. Mon nom est Mathieu Bisson. Merci d'avoir été là. À bientôt.